Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Anne-Sylvie Godot de l'entreprise Lutea. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour Pauline, enchantée. Alors je suis ravie de t'avoir parce que ça fait un moment qu'on cherche à enregistrer toutes les deux. Est-ce que toi tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et qu'on arrive à parler de Lutea, ton entreprise? Oui, bien sûr. Mais mon parcours, on va dire scolaire en quelques mots, c'est donc j'ai une licence en sculpture, installation et performance à l'ERG en art contemporain. Et ensuite, j'ai fait un post-universitaire d'une année en Espagne à Salamanque, toujours dans les matières artistiques, avec un petit peu d'art précolombien et d'opéra et théâtre musical. Et puis, j'ai les matières pédagogiques, donc un CAP, un CAPES pour l'enseignement en secondaire et en supérieur. Donc, j'ai enseigné l'art plastique pendant quelques années, à la fois 3 ans auprès de personnes handicapées mentales dans une ASBL, et puis en secondaire et en supérieur pour les futurs instituts maternels. Donc là, ces derniers postes, j'ai une trentaine d'années. J'ai la perte d'un emploi à un moment donné dans mon parcours. Et donc, j'ai rencontré les couleurs végétales quand j'avais 25 ans en Belgique, en formation avec Michel Garcia, qui venait nous dispenser des formations de teinture textile, enfin de la couleur sous tous ses aspects, à Bruxelles et au sud de Liège, à Chevron. Et donc, c'est par attrait, en fait, par passion, quelque part, parce que à partir du moment où j'ai découvert les couleurs végétales, j'avais tout mon univers qui s'ouvrait, tant au niveau des promenades que le jardin, la partie agricole, parce que moi, j'ai grandi à la campagne, qui devenait quelque part un terrain de possible. Expérimenter les matières premières, la teinture, rencontrer d'autres personnes ressources ici en Belgique. Petit à petit, j'ai fait mon chemin professionnel en gardant la couleur végétale à mes côtés, aussi dans les transmissions, que ce soit avec les personnes adultes porteuses de handicap ou dans les classes de futurs instituts. Donc, à la fin de ce contrat en tant que professeur à l'école supérieure, j'ai d'abord vécu un peu une injustice. Et puis, je me suis assez vite retournée et j'ai décidé de reprendre une formation d'agriculture biologique qui se dispense ici en Belgique au CRAB, à Jodogne, qui permet d'avoir... C'est une approche intensive avec énormément de visites de ferme qui se réalisent en 2 ans. Première approche théorique, des stages pratiques et puis la gestion pour former des personnes qui sont capables de mener à bien une petite ferme en polyculture, élevage ou de la production maraîchère ou de la production de fruits, etc. Donc, génial, le type de formation qu'on peut prendre en cours de parcours à 30 ans pour pouvoir développer un métier de son choix. Donc, j'ai été acceptée dans cette formation agricole avec la finalité de production de couleurs, pigments pour les beaux-arts. Donc, je l'ai orienté, mes stages pratiques dans des métiers horticoles, autant à la ville de Namur que chez des indépendants. Ça, c'est un petit peu pour le parcours. Donc, tu savais déjà jusqu'à 30 ans. Ouais, tu savais déjà bien clairement que t'allais faire une ferme sur la couleur végétale, même en démarrant au début de tes 2 ans de formation. Oui. Ouais, d'accord. Donc, c'était déjà super clair. Oui, ils ont accepté mon postulat parce qu'il y avait des examens d'entrée avec la couleur végétale. Donc, ils ont quelque part un pourcentage de personnes qui peuvent faire des fermes pédagogiques, des projets un peu différents que l'alimentation et l'élevage. D'accord. Et donc, suite à ça, suite à tes 2 ans de formation donc en agriculture bio,
c'est à partir de ce moment-là que tu as lancé l'UTA? Oui, l'UTA est... donc là, à ce moment-là, j'ai 30 ans, mais moi, je rêve l'UTA depuis mes 27 ans. Je crois que je rêve l'UTA autour d'une pizza avec Michel Garcia à Loris, en recherchant les familles de colorants qui pourraient être les plus résistants à la lumière, en recherchant un nom d'entreprise. Donc, je pense que je réalise, en fait, je suis vraiment prête à ce moment-là pour développer un modèle entrepreneurial et qui se développe autour de la culture, du recyclage, du glanage, de l'achat de matières premières vers la transformation d'une gamme de couleurs, pigments pour les beaux-arts. Alors du coup, juste une petite question, quand tu dis, toi t'es vraiment tourné beaux-arts, c'est-à-dire que tu ne fabriques pas de pigments, etc. pour d'autres secteurs d'activité? Non, il y a plusieurs secteurs d'activité parce que je suis en production d'indigo aussi depuis 2014 sur 20 arts, ce qui représente déjà plus de 2 tonnes et demie à transformer, donc une production de 20 kilos, 20 à 24 kilos, je crois exactement, en première année. J'ai poursuivi cette production depuis lors. Je crois que j'ai 7 ans d'années de production d'indigo. Il y a eu quelques pauses. Donc les domaines sont également la teinture, les cosmétiques et les beaux-arts, donc les artisans, les industriels et le particulier. D'accord, ok. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer donc l'UTA, où c'est basé, exactement quand tu l'as créé, qui travaille avec toi? Les débouchés, tu viens d'en parler un petit peu, mais pareil, nous raconter comment ça fonctionne, si ça se vend en ligne, en magasin, nous expliquer un petit peu ton entreprise que tu as rêvé depuis tes 27 ans. Alors, l'UTA est née commercialement en 2015 via une couveuse d'entreprise qui s'appelle CréaJob. Donc, le parcours était de reprendre des études en agriculture bio, donc être capable de gérer une surface moyennement grande, parce que 25 arts, c'est déjà, tout en étant petite au regard de l'agriculture industrielle, gérer correctement 25 arts, c'est déjà une très bonne expérience pour pouvoir passer à 50 arts ou à l'hectare. Les premières 3 années ont été très concentrées sur la mise en œuvre des productions agricoles ou horticoles, donc la fleur ou agricole, les plantes de persicaire, pouvoir conditionner correctement et transformer, arriver à faire des lacs correctement. Donc j'ai pas tout de suite transmis à travers l'UTA. Donc mon modèle n'était pas un modèle dédié au workshop et à la transmission, mais bien à la production. La gamme de couleurs s'étend sur 15 matières, dont la cochenille, des couleurs en pigments, parce que le corps de métier, c'est la fabrication des lacs végétales et l'indigo, et un développement d'une gamme d'aquarelles en tube de 9 ml, qui a été premièrement commercialisée avant les pigments. Au début, l'entreprise est basée en Belgique. J'ai eu 3 lieux de production à Néten, à côté du jardin de graines de vie, chez un propriétaire terrien pour les parcelles à indigo. J'ai eu la chance de vivre en habitat groupé à la ferme du Bois Saint-Servais, où j'avais mon premier atelier, qui était une ancienne fromagerie, qui permettait d'écouler, d'avoir l'épuration de l'eau et une surface de 60 mètres carrés pour pouvoir produire l'indigo facilement. Donc au début, je transportais les feuilles vers l'atelier de transformation. Ensuite, j'ai eu un déménagement dans le Condro, mais qui a été rapidement, il a été difficile pour les questions d'épuration, justement, où là, le champ était à côté de l'atelier, mais l'habitat n'était pas à côté de l'atelier. Et donc, j'ai pu réfléchir mon modèle et revenir en Brabant wallon. Donc, je suis au sud de Bruxelles aujourd'hui, à la ferme du Bois Saint-Servais, qui est une fondation qui s'appelle l'Arbre qui pousse, qui est un tiers-lieu, donc qui héberge plusieurs entrepreneurs et des habitants. On se situe dans la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, donc l'université est vraiment toute proche de nous. On est très proche de Bruxelles et très proche d'une gare, donc c'est vraiment un lieu idéal pour la transmission, et au niveau commercial aussi, mais surtout pour la transmission. Aujourd'hui, la parcelle de culture s'augmente, si vous voulez, d'un atelier d'extraction sous serre. Et donc, j'ai l'eau, l'électricité juste à côté. Génial. Ce qui est un modèle très chouette. Ouais, c'est super pratique. Alors, du coup, on a vu donc le lieu, la date de création. Est-ce que tu travailles tout ça toute seule?
où tu as des aides, des gens, soit des aides ponctuelles, soit quelqu'un qui est avec toi, des alternants, des stagiaires, je ne sais pas, mais... Alors, j'ai créé l'entreprise seule, évidemment en lien avec les couveuses entreprises, avec tous les organismes qui nous permettent de développer l'entrepreneuriat, donc avec beaucoup de soutien. Et aujourd'hui, les premières années, j'ai fait des appels à bénévoles. Et puis sont arrivés progressivement en année 2, en année 3, les premiers étudiants. Donc, j'ai jamais travaillé seule. Donc là, j'ai toujours un immense merci à transmettre parce que si j'ai fait 25 sessions d'extraction en année 1, eh ben, il y avait toujours une personne à mes côtés pour couper les feuilles, au moins. D'accord. Donc, c'est pas pour la fabrication de l'indigo, c'est à partir de 20 heures, c'est difficilement réalisable tout seul. Donc, il y a des coups de main, il y a des pulses parfois à donner, la plantation, le désherbage. Aujourd'hui, les sorties de bassin chez moi ne sont pas encore facilitées, donc les feuilles doivent être encore fourchées pour être transportées. D'accord. Donc, il y a des postes qui peuvent être améliorés avec un petit tracteur, avec un chargeur. Mais donc cette année, pour l'UTA, c'est la récolte qui est mécanisée avec une petite récolteuse de chez Terratech. Donc 25 arts, ça représente 20 000 mottes, 10 000 trous exactement. Donc on a mis deux par espace. Donc on peut facilement la désherber à la main, éventuellement faire venir un petit tracteur horticole pour des aspects de binage. Mais les récoltes ont toujours été réalisées à la main jusqu'à cette année. Donc, je serais ravie de vous donner des informations l'année prochaine par rapport à ça. Ah ouais, carrément. Et alors, du coup, tu rentres direct dans la grille, donc on y va. Quelles sont les variétés que tu as choisies? Donc, tu as parlé de la persicaire indigo. Est-ce que tu as d'autres... Est-ce que tu peux nous parler déjà de toutes les variétés que tu travailles? Et puis après, on va zoomer parce que tu parles déjà d'outils, de mécanisation. Et ça m'intéresse vachement parce que dans les gens que j'ai reçus qui sont... alors, je sais pas si on dit agriculteur ou cultivateur. Je sais pas le nom que vous préférez, avec lequel vous préférez être désigné, mais je sais qu'il y a une difficulté sur la mécanisation, donc j'ai hâte d'avoir ton avis. Mais si on peut savoir déjà toutes les variétés que tu as toi sur ton exploitation. Alors, je cultive Persicaria tinctoria pour l'indigo, le Cosmos sulfureus pour un orange. J'ai en culture aussi, mais en marge, Isatis tinctoria pour reproduire la semence, pour avoir un peu de bleu pour la pédagogie. J'ai un test de Gaude cette année, donc Reseda luteola, et on met une petite parcelle en test de safran. D'accord. Également. Donc ça te fait du bleu, ça te fait du orange, ça te fait du jaune. Oui. Le jaune, je l'achète aussi. Donc la Gaude, je l'achète volontiers à la ferme des Lilas. D'accord. Ouais, alors les partenariats, là, on peut vraiment faire un point juste sur les partenariats ensuite. Ouais. Mais du coup, il y a quelques cultures de plantes comme ça. Donc les plus importantes, c'est le Cosmos et Persicaria tinctoria. Les autres, j'aime la rhubarbe aussi parce que elle donnera de très beaux jaunes. Donc j'ai quelques plantes en culture comme ça pour le métier, pour le plaisir, en plus des productions qui sont liées directement à l'année, quoi. Je vais glaner le solidage canadien en Gaume près de l'abbaye d'Orval comme plante invasive. Je vais glaner ou j'achète chez des herboristes en Belgique la Reine des Prés, aussi en Gaume, donc zone humide, prairie humide. D'accord. Toutes deux vont donner des jaunes. Donc un solidage canadien, un colorant assez résistant qui donne un jaune un tout petit peu doré qui est très joli. La Reine des Prés sera un jaune plus pâle qui me servira de base pour former les verts dans la gamme d'aquarelle. Ensuite, il y a les collaborations de recyclage de résidus agricoles, donc les feuilles de fraisier chez les producteurs de fraises ici en Belgique. Donc, j'ai d'abord travaillé la racine, mais je rencontrais beaucoup de problèmes de broyage. Donc, j'ai finalement opté pour les feuilles et j'y rencontre les mêmes familles de colorants qui sont tout aussi, enfin, dans des quantités différentes. Il faut plus de feuilles, c'est tout. D'accord. Et le thym après distillation, donc ça c'est une collaboration avec Michel Garcia
qui a développé un orange de thym auprès des producteurs de thym dans le sud de la France ou au Portugal. Génial. Donc c'est à partir de leurs déchets, on peut encore faire une très belle laque orangée. Ensuite, il y a les plantes achetées. Donc j'achète de la Garance. J'ai la chance d'avoir un petit peu de source iranienne. Donc je connais pas les cultivateurs exactement. J'en ai acheté au Maroc. Je peux en acheter en France également. Au Champ des Couleurs. Cécilia Aguirre en fait un petit peu aussi à la ferme des Lilas. Donc il y a des petites productions qui se développent. Il y en a d'autres. Je pense à Bulle-la-Courte qui est en train de mettre en production aussi près de Loris, la Garance. Donc il y a des gens qui recommencent à cultiver la Garance. Ça, c'est très positif. Qu'est-ce que toi tu as perçu depuis ton installation, depuis que ton projet à toi s'est dessiné de travailler la couleur végétale? Est-ce que tu as vu de plus en plus de gens s'y intéresser, de plus en plus d'agriculteurs y retourner? Qu'est-ce que tu constates toi depuis les années où tu as commencé à démarrer ton projet? Alors il y a une vague très positive en fait, je trouve assez joyeuse, qui se développe dans le monde entier. Parce que c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en Asie. Je vois de plus en plus de jeunes artistes, plasticiens, qui prennent le médium de la couleur, que ce soit les couleurs d'origine minérale ou végétale, pour vraiment développer leur travail artistique. Parfois in situ. Je pense à Pigment Hunters et Scott Sutton aux États-Unis. C'est des personnes qui vont carrément acheter des parcelles, vivre à l'intérieur d'un territoire, y découvrir quels sont les pigments qui les environnent et faire un travail artistique et se mettre au service de leur communauté. Ça, je trouve, c'est vraiment admirable. Et alors, au niveau artisanat, il y a aussi un développement dans les couleurs beaux-arts. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à broyer leurs couleurs, à formuler des petites palettes, qu'elles soient vraiment avec des finesses professionnelles ou beaucoup plus roots, beaucoup plus dans des coquillages, beaucoup plus artisanales. Mais il y a... Alors peut-être que je pouvais pas l'observer. Je crois que j'ai Instagram depuis mes 32 ans. Donc ça faisait 3 ans que ma voisine me disait, mais Annecy, il est temps que tu t'y mettes. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux augmentent notre visibilité et par sujet. Donc je suis aussi baignée dans le sujet qui m'intéresse, donc je vois les personnes. Mais je pense qu'il y a vraiment une croissance de l'intérêt pour la beauté des couleurs végétales, pour la nature, en fait, tout simplement. Top. Ça, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est vrai que tu vois, moi, ça fait quelques mois que je creuse le sujet et j'ai l'impression de découvrir plein de gens, mais j'aime bien que les gens fassent un retour d'expérience sur, toi, t'as plus d'années dans le sujet et si toi aussi tu vois que ça grandit et qu'il y a plus d'intérêt, c'est plaisant. Alors, du coup, on est parti sur plein de sujets. Donc, on a vu les variétés que tu cultives. Dans les déchets que tu récupères, donc t'as parlé feuilles de fraisier, les thym après distillation. Est-ce que t'as d'autres déchets alimentaires ou autres que tu travailles ou des choses que tu as entendues? Je travaille un peu avec l'avocat, peau et noyau d'avocat. Je suis en recherche. J'ai pas sorti de couleurs dans la gamme par rapport à ça, mais ce sont de bonnes sources aussi pour des couleurs rose orangé, pour des tanins. Donc il y a tout ce qui est plante à tanins évidemment. On peut trouver dans les fruitiers, les haies, les tailles de haies, des ressources de tanins nombreuses qui peuvent être de très bonnes matières premières pour la teinture. Donc je pense que le recyclage a une place aussi grandissante en fait, autant pour nous que pour l'industrie. Et je voulais citer dans la production, je travaille aussi avec le Campèche, donc là j'ai moins de ressources. Si je peux peut-être juste citer Color Bocase, de Henri en Guadeloupe, qui est producteur d'indigo aussi, mais producteur Phyto Bocase, mais il avait ouvert Color Bocase pour les couleurs. Donc je n'ai pas énormément de nouvelles, mais j'aimerais avoir des nouvelles pour savoir si je peux lui acheter du Campèche. Alors,
on va le recevoir. Et oui, dans notre interview de préparation, il parlait du bois de campèche français et de l'indigo français. Donc, très bien. Très, très bien. Oui, donc là, très bel indigo fabriqué par Henri en Guadeloupe. Donc Henri est pharmacien et passionné de botanique. Et donc son produit bleu est assez extraordinaire en pureté et en qualité. Je voulais aussi citer la cochenille des Canaries, donc de Canaturex, parce que là, il y a vraiment un très, très beau travail qui est réalisé par les collègues aussi espagnols. Donc de reproduire des espaces cultivés pour élever la cochenille. Donc ils ont réussi à avoir des labels européens pour leur qualité environnementale et récemment un label bio pour la cochenille. C'est vraiment super. Donc s'il faut aller chercher des cochenilles, achetez-les chez Canaturex. C'est une initiative aussi très petite. En fait, je voudrais aujourd'hui faire la part belle aux petites initiatives. Non en critique des plus importantes, des centres de recherche, etc. Mais je trouve qu'en fait, toute petite échelle, on peut faire de très grands pas pour le développement de la couleur aujourd'hui, et ce au niveau mondial. Donc je n'ai de cesse que d'avoir envie d'encourager la transmission, même à des étudiants qui viennent seuls, qui ont envie de développer un projet sur 10, sur 15 heures, sur 20 heures, parce que le nombre fera la force. Bah, c'est ça. Et aussi encourager à plus de, je suis désolée, je développe, mais plus de transversalité, parce que je suis très heureuse d'avoir écouté Madame de la Sayette du CRIT horticole, mais j'ai vraiment envie de les encourager à communiquer avec les petits producteurs qui sont présents en France et outre-France, parce que moi je suis belge. De les valoriser dans les colloques aussi, de partager de l'information, parce que je pense qu'on arrive à une époque où on n'est plus dans le protectionnisme fera autant de tort que le lobbyisme, je pense, et que si on veut sauver des filières qui sont encore très fragiles, ou en tout cas les développer, il faut partager. Donc ça c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et est-ce que tu vois, moi, donc là le podcast à la base il était teinture végétale parce que c'est par là que je suis rentrée. Moi je suis rentrée par les plantes. J'ai découvert la teinture végétale avec Michel Garcia et avec d'autres que j'ai interviewés. Et au fur et à mesure je me suis dit en fait il y a plein d'autres applications de la couleur végétale. Donc on ouvre le podcast à la coloration capillaire. On a reçu Élodie Carpentier pour le rouge français sur les cosmétiques. On voit qu'il y a plein d'autres applications dans la peinture. Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a peu de transversalité dans les autres domaines. C'est-à-dire que il n'y a pas de mutualisation, par exemple, des achats à l'étranger ou des mises en culture ou du relationnel. Et en fait, je me dis, il y a personne qui se parle, ou c'est mon impression, hein. Il y a peut-être personne qui se parle entre des gens qui travaillent la coloration capillaire et les gens qui font la teinture. Et ça me surprend. Et les seuls à qui je pense comme intermédiaire, c'est vous, les fabricants de pigments et de colorants. Donc toi en Belgique, greening, couleur de plantes, etc. Et je me dis, est-ce que il y a un moment où on met ces gens ensemble en se disant, tenez, on peut peut-être monter des projets ensemble ou se mettre en réseau. Et je sais pas si ça se fait. En tout cas, c'est une question que j'ai moi. Alors on se rencontre sur des salons, etc. Mais je pense que moi j'ai rencontré Greening, j'étais au tout début de mon projet, donc il y a du soutien, il y a de l'encouragement. Peut-être qu'aujourd'hui il est temps de recréer des moments de rencontre là où les jeunes projets se sont un peu plus professionnalisés. D'accord. Peut-être, moi je pense qu'il est important de valoriser un prix. En tout cas, je pense à l'indigo, hein. Mais je trouve qu'on devrait avoir un prix européen, peut-être pas un label bio, mais en tout cas d'avoir des réunions pour pouvoir parler de c'est quoi les coûts de production à 25-50 arts. C'est donc déjà sur un hectare, quand on a le champ des couleurs est capable de faire une petite centaine de kilos. Moi, je vais en faire 40 si j'y arrive cette année, mais c'est déjà très laborieux. C'est des échelles de 3000 litres d'eau, c'est 60 000 litres d'eau sur l'année, c'est des mises en place de recyclage de ces eaux pour pallier aux problèmes de sécheresse à venir. Ouais. Donc en fait, sur même à petite échelle sur le terrain, on répond à des problèmes qui peuvent se répéter à des échelles supérieures. Et donc, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on puisse discuter et des problématiques de culture, des problématiques environnementales, et aussi de valoriser un prix
parce que il y a plusieurs prix. Il y a des prix pour les artisans, il y a des prix pour les cosmétiques, il y a des prix pour les beaux-arts. Il y a des qualités qui diffèrent, il y a des indigos, les indigos diffèrent même en fonction d'une même plante. On devrait pouvoir en fait se réunir et parler de tout ça et avoir peut-être à un moment donné tranché sur une échelle, quoi. Un indigo européen, ça représente autant de coûts de production, ça peut être vendu entre ça et ça, et surtout pas avoir peur de la compétence, mais parce que plus on sera, il y a un marché pour l'indigo, donc plus on sera d'accord en fait sur la valeur de notre produit et ce qu'il faut mettre en place pour le réaliser, plus on sera fort en fait par rapport à un marché. Donc moi j'y crois. Ouais. En tout cas, j'accueille les stagiaires je répète, je suis belge, mais j'accueille les stagiaires français des PAM, les stagiaires français des écoles d'art ou ceux des écoles belges ou italiens ou suédois. Donc je les accueille tous. T'es européenne, toi. Oui, je me sens, oui, évidemment, je me sens européenne. En Belgique, on est un pays très jeune. Donc, on a une culture aussi très ouverte, évidemment, Carrefour, quoi, très ouverte sur l'extérieur, tout en étant fier d'être wallon, en étant fier d'être flamand. Mais j'ai envie de collaborer. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir, ces 15-20 prochaines années, voyager et aller voir les projets aux États-Unis, aller voir les projets en France et avoir du plaisir à échanger avec mes collègues. Donc, les 15 prochaines années, moi, je rêve d'aller visiter les entreprises voisines, en fait, de créer des collaborations et de voir les projets se développer, mais aussi d'aller voir plus loin, d'aller voir aux États-Unis, au Canada, ce qui se passe. D'accord. Donc ça, en fait, on est, comment dire, c'est incroyable parce on partage les mêmes choses. Tout le monde partage ce souhait de collaborer, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement, point de vue vraiment sur la parcelle, le travail concret que tu fais tous les jours. Donc tu as parlé de, si je dis pas de bêtises, TerraTech, qui te fournit ta partie, on va dire, mécanisée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi tu travailles mécanisé? Est-ce que ça t'apporte quand même en gain de temps? Parce que je suppose que tu y es passé pour des raisons de pénibilité au travail et de gain de temps. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est mûri? Est-ce que ça existe pour tout le monde ou c'est des outils que tu as dû, on va dire, réinterpréter pour la culture de plantes tinctoriales? Alors, je vais commencer au début. Pour les parcelles de persicaire, donc il y a des saisonnalités. Donc il y a plein de plantes qu'on peut cultiver ou récolter en été, sécher, broyer et transformer plus en hiver. Ici, les parcelles de culture d'indigo, la saison commence en Belgique fin mai avec la plantation. Au préalable, je ne fais pas mes plants parce que il faudrait trop d'espace de serre pour moi. Donc les semences, elles peuvent venir de différentes sources. J'ai beaucoup travaillé avec les semences du CNPMAI pendant les premières années de Milly-la-Forêt. J'en ai également reçu de Michel Garcia quand j'avais des certains soucis, m'en avoir envoyé. Donc ça pouvait être aussi à Loris, quoi, le conservatoire, le jardin des plantes tinctoriales. Et puis je travaille depuis quelque temps avec Bailey Quick Blue à Guernesey, qui est une entreprise anglaise qui fait de l'indigo, vend des plantes et vend des semences, qui est très très sympathique et a des bonnes semences. Et j'en ai reçu de Roland Ricketts envoyé via des collègues aux États-Unis. J'en ai reçu d'Aboubacar Fofana l'année dernière, que je remercie également, une autre variété. Donc il faut un peu chercher les variétés qu'on souhaite. Il y a un conservatoire à Londres sur l'indigo. Voilà, passez commande surtout dès septembre-novembre pour avoir vos semences début de l'année suivante. Ne pas attendre le mois de février pour chercher à avoir de la semence d'indigo. Donc, trouver des accords avec des pépiniéristes qui sont prêts à vous les réaliser. Et puis vient le moment de la plantation. Ici, sur 25 arts, c'est la 3e année à la Fondation de l'Arbre qui pousse. Et du coup, la préparation du sol, il y a eu un léger labour, la plantation d'un engrais vert, donc destruction des cultures de l'année dernière, un léger labour parce que j'avais beaucoup d'enherbement, mettre un
un engrais vert de seigle et de févrole pour pallier à cet enherbement, détruire l'engrais vert, toujours en mécanisation avec les tracteurs voisins. Donc, je travaille en collaboration avec l'agriculteur voisin. Et puis, préparer le sol, fertiliser et planter à la fin du mois de mai. Donc, t'es en agriculture bio, toi, du coup, si j'ai bien compris. Je suis en agriculture bio, mais j'ai pas de label bio. D'accord. Et du coup, dans les fertilisants que tu utilises, c'est quoi, par exemple? Alors ici, c'était un mélange de sang et donc c'était des granulés. J'ai donné juste un petit coup de force. Je connais pas le nom par cœur. Faudrait que je le cherche. Cornes séchées ou des trucs comme ça? C'était des granulés, sang et matière organique. Et c'était vraiment pour donner un petit coup de starter aux plantes. Parce qu'il y avait dans mon analyse de sol, j'ai suffisamment de matière organique. Parce que les 2 années précédentes, on avait mis un peu de fiente de poulet, pardon. D'accord. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait dans le sol. Donc, il fallait juste donner un petit coup d'aide aussi parce qu'on a une période de sécheresse. Donc, on a planté. On a aussi trempé les plants dans une mélasse végétale et une solution de bactéries et de champignons pour faire un soutien au développement racinaire. Et alors, on a arrosé 2 fois à fond après la plantation et il a plu avant 1 mois. Et alors, attends, là, tu me dis plein de trucs hyper intéressants. Donc, tu trempes tes mottes dans une mélasse. Donc, c'est pour leur donner, pareil, à manger, quoi, clairement, leur donner un peu de nourriture. Et les bactéries, donc, c'est pour favoriser, le développement racinaire et qu'ils aillent chercher ce qu'ils ont besoin. Oui, le développement du système racinaire dans les premières semaines. Et donc, la persicaire, elle est très volontaire. Si vous faites pas tout ça, c'est pas grave. Vous pouvez juste les tremper dans l'eau. Si le sol est très sec, vous mouillez vos mottes avant de planter. Ou vous avez un système d'irrigation qui permet d'irriguer autour des plantes, comme le champ des couleurs dans le sud de la France. Ils peuvent lâcher l'eau et alors ils travaillent en légère butte. Moi, je travaille sans buter et en pleine terre. Ok, super intéressant. Franchement, c'est des choses qu'on n'avait pas abordées. Donc donc ça se fait avec une machine du coup, parce que j'allais dire, tu vois pas toutes les opérations de trempage, etc. Non, on a tout fait à la main parce que j'ai pas de planteuse disponible proche de moi, mais j'aurais une petite planteuse avec un tracteur. Je pourrais planter à la planteuse. D'accord, aussi. Ok. Je l'ai fait les premières années avec des planteuses. Et donc ensuite c'est le binage qui est le plus important. Donc la persicaire, elle aime être binée. Vous allez déranger les racines en surface qui va lui permettre de plonger. Donc en cas de sécheresse, c'est important aussi. Et aussi d'éviter une asphyxie quelque part. Donc donner de l'oxygène, rendre la perméabilité au sol et éviter l'enherbement. Désherber un max jusqu'à la plantation. Donc ici, on désherbe plus de 4 fois dans l'interligne entre les plants et on va être encore occupé à faire ça jusque dans 1 semaine où on a le début de la récolte. La mécanisation, elle arrive pour des raisons à la fois physiques, mais aussi de rapidité de production. Donc, elle va permettre de couper plus vite et donc d'avoir un petit peu de repos. Donc, c'est un peu l'un et l'autre. Donc, comme je suis passée à 3000 litres d'eau utile, ça fait qu'à la main, il vaut mieux être 4 personnes pour faire 12 sacs en 3 heures, on va dire 3 ou 4 heures, coupés à la serpe précédemment. Et donc, la récolteuse, elle va permettre d'avoir un rythme plus soutenu et d'être moins penché, tout simplement moins de gestes de traction sur les épaules, etc. Et ce qu'il y avait sur la persicaire, c'est que, si j'ai bien compris, tu cueilles et tu dois tout de suite transformer. Oui. Et c'est ça qui te détermine ce que tu dois collecter en fonction de la capacité que tu as à transformer, si j'ai bien compris. Oui. C'était ça? Alors, toutes les couleurs lac sont réalisées dans des tisanes d'eau plus ou moins chaude. On peut extraire parfois à froid dans un temps plus long. On peut extraire à chaud. Certaines Isatis tinctoria, par exemple, va s'extraire mieux dans des températures plus chaudes. Ici, on est dans des températures moyennes avec un temps long. Donc, je dirais, moi, j'utilise la technique hybride. L'extraction permet de séparer les molécules d'intérêt de sucre et puis de les coupler en ailes. La transformation se réalise pour l'indigo par oxygénation. Donc, le bleu va apparaître et puis il y a un changement de pH
à opérer pour pouvoir former un précipité. Et ce, dans toute la fabrication de tous les lacs. Donc, les lacs végétaux sont des complexes organiques et métalliques. Donc, on couple des colorants à des sels métalliques. Qu'est-ce qui nous fait choisir les sels métalliques? Les couleurs qu'on veut obtenir. Donc, l'aluminium sera souvent travaillé pour le jaune, le rose, les violets, les oranges. On va choisir le fer pour les gris jusqu'au noir, des valeurs brunes, éventuellement avec les plantes à tanin. On peut utiliser le titane aussi, mais qui donnera souvent des oranges. Donc l'aluminium et le fer restent principalement nos mordants d'intérêt pour la fabrication des pigments. D'accord. Donc un pigment, c'est un complexe organométallique insoluble qui pourra être seulement broyé et mélangé à un liant du choix du peintre en fonction du support. Oui, d'accord. Pareil, l'huile, la tempéra, etc. La tempéra? Oui, à l'œuf. Ah d'accord, ok. Il faut vraiment qu'on creuse aussi ce sujet-là. En fait, on devrait faire 2 épisodes avec toi parce que moi, j'aimerais bien savoir justement la phase d'après. T'as ton pigment, donc quel liant tu choisis pour obtenir quel type de peinture ou de matière, quoi. Je me suis un peu éloignée, mais donc la persicaire, c'est s'il y a 40 kilos, il y a bien 4 tonnes de feuilles transformées et plus. Et donc, la saisonnalité commence plantation en mai, récolte pendant le mois de juillet pour les pays pour le sud de la France. Non, nous, on la commence et on va la finir fin juillet, début août. Et puis, il y a une période de repousse et on peut faire jusqu'à 3 coupes si la saison est bonne, en dépendant de l'engrais vert aussi qu'on veut mettre pour préparer le sol pour l'année d'après. C'est magnifique comme travail parce que la fabrication de l'indigo dès que c'est planté, c'est parti, vous êtes pris jusqu'à la fin de la saison. Et donc, c'est passionnant. Je veux dire, c'est au-delà d'une production, mais c'est comme un boulanger qui aimerait faire un bon pain et travailler son levain. Je pense au fromager, je pense au parfumier, etc. Le métier de la transformation est magique. Il vous rentre dans la peau. et quand on aime, on attend la saison suivante avec impatience. Et justement, j'avais une question quand tu as fait tes pigments, combien de temps ça peut se conserver un pigment suite à une transformation? C'est une question que je me pose souvent. S'il est bien fabriqué, bien nettoyé, si les colorants sont de qualité, s'il est conditionné correctement, c'est-à-dire protégé de la lumière et au sec, il peut se garder très longtemps. Mais genre très longtemps, t'entends quoi par exemple? Plusieurs années? Oui, plusieurs années. S'il est conservé à l'abri de la lumière, il pourra me survivre. D'accord, ok. Bon, écoute, je savais pas. Et alors, du coup, t'as dit que ta deuxième grosse production, c'était les Cosmos sulfureux. Donc là, c'est pas du tout la même histoire, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu dois faire et j'ose pas poser ma question, mais c'est encore de la cueillette à la main? Ah, d'accord. Oui. Alors, on peut parler de cette petite récolteuse de TerraTech, mais le Cosmos se cueille à la main. Et se cueille progressivement. Donc, il y a quelques fleurs et puis il va se garnir en fleurs. Plus on cueille, plus elle produit des fleurs pour se reproduire. Donc, ce serait dommage, en fait, de lui enlever toutes ses possibilités de fleurir en faisant une coupe uniforme en milieu de saison. Ce qui est une possibilité si on travaille en grande surface, plein champ. Mais faut-il encore traiter derrière? On obtiendra entre 10 et 12 kilos de fleurs avec 800 pieds cueillis à la main. Mais il faut bien 25 récoltes, de 2 à 3 heures. Donc là, c'est l'occasion d'avoir de temps en temps une petite visite de 10 personnes. C'est le moment de cueillir les fleurs. Allez, défile un coup de main. Oui. Donc, la petite récolteuse, je reviens à elle. Ces récolteuses fonctionnent comme un taille-haie, sauf qu'elles ont des tapis qui emmènent vers des bacs ou des caisses. Donc, elles relèvent les plantes, elles coupent et puis elles ramènent les plantes dans des bacs. Elles peuvent se lever assez fort, donc on peut couper à hauteur choisie entre 5 cm et 20, 25, 30 cm de haut. D'accord. Et donc cette petite, alors t'as appelé ça comment, une découpeuse? C'est une récolteuse à jeunes pousses et plante médicinale chez TerraTech. TerraTech, c'est une entreprise française
qui a réalisé entre autres une houe maraîchère qui est assez extraordinaire, aussi à multi-outils, pouvoir travailler le désherbage, le binage. Ah, super. Et la récolteuse de Terratech peut aussi être, donc vous avez aussi en France l'atelier paysan, je crois. Oui, elle en a parlé. Je sais plus si c'est Livaden ou si c'est le Chant des couleurs, mais ils en ont parlé. Donc l'atelier paysan a réalisé en 2011 une récolteuse de plantes médicinales, thym, lavande, etc., qui est tout aussi bien. C'est la même chose en fait, mais elles sont juste un peu différentes et fabriquées soit de manière un peu plus comment dire c'est des alternatives pour les producteurs. Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question. Terratech, par exemple, c'est pas un spécialiste des outils pour les plantes tinctoriales. Il y a personne aujourd'hui qui est sur les machines de plantes tinctoriales, vu que c'est pas moins important que les plantes médicinales, etc. et aromatiques. Non, en fait, on doit adapter les outils, quoi. Oui, après on trouve à plus grande échelle des moissonneuses pour les pré-fleuris, les semenciers. Donc en fait c'est la même chose dans la transformation et au laboratoire. On va s'équiper à la fois d'un mélange de matériel de laboratoire, de cuisine, de bricolage, et donc pour la partie agricole, vous cherchez dans les métiers la machine qui vous correspondrait le mieux. Et je pense que l'agriculteur qui m'aide cette année m'a dit, c'est même pas ça, c'est tu dois avoir la machine qu'il faut exactement pour ta culture. Donc, il faut chercher à se faire fabriquer l'outil ou à fabriquer avec une association l'outil qu'il vous faut pour la plante que vous avez à récolter. Et un maximum d'ergonomie qui t'apprend le temps. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison. Et du coup, c'est ça que t'expliquais. Donc, on revient sur la persicaire, t'avais dit 4 personnes qui font à la main, etc. Enfin, quel est le temps que tu gagnes quand tu t'es mécanisé? Est-ce que tu as des rapports en disant, j'en sais rien, j'ai gagné autant de temps, ou ça me permet de faire une pause d'autant de temps avant de transformer? Est-ce que tu as des petites notions de ce que ça t'a apporté, la mécanisation? Je peux pas y répondre de manière complètement réaliste, mais je sais que je vais gagner sur la production de la deuxième coupe, c'est-à-dire que je vais finir plus rapidement, donc j'aurai plus vite une deuxième oui, d'accord. Donc je gagnerai peut-être sur une troisième repousse, si vous voulez. Donc tu augmenteras en fait ta quantité. Je peux augmenter la quantité produite sur une même parcelle. Grâce à la mécanisation. Oui. Et ça te rend, comme tu disais, c'est moins laborieux aussi, quoi. Oui, je reste debout. Sinon, je dois avoir un genou à terre et couper à la serpe. Et puis donc je rassemble le bouquet de feuilles, je coupe à la serpe sous la main et je mets le bouquet de feuilles dans le sac derrière moi. Je tire le sac. Ouais, d'accord. Voilà. Puis on les met sur des brouettes et on les envoie dans les bassins pour l'infusion. D'accord, ok. Voilà, on manque juste de mains, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de gens dans les champs précédemment. Donc, si on prend un livre, le livre de Gustave Eusé qu'on trouve dans la faculté d'agronomie de Jean Blou, ici sur les plantes, sur le lin et les plantes colorantes, et ben dans les champs de Garance, il y avait 45 hommes, 16 femmes, les enfants. Et donc c'est qu'une question de main d'œuvre. Donc la mécanisation ici va faciliter les mouvements, retirer de la pénibilité et augmenter mon rythme de récolte et donc mon rythme de production. Ouais, d'accord. Oui, et donc le livre dont tu parles de Gustave Eusé, on le retrouve sur la BNF, une bibliothèque en ligne française gratuitement, parce que moi j'avais acheté le livre avant de savoir. Mais voilà, je le dis pour les gens qui se fassent pas avoir comme moi, on l'a disponible gratuitement. Est-ce que tu veux encore dire un mot sur une récolte particulière? Je sais pas, la rhubarbe, on m'en a jamais parlé. Est-ce que tu peux expliquer ou ce que tu fais sur le safran ou sur le réséda? Parce que c'est vrai que persicaire et garance et cosmos ou coréopsis, j'ai de l'info, mais sur les autres, j'avoue, je n'arrive même pas à imaginer comment tu peux récolter un peu plus que, tu sais, en mode jardinage, quoi. Oui, je vais parler de la rhubarbe, mais le cosmos, c'est une astéracée, juste pour le dire. Pour les teinturières qui commencent, toute la famille des astéracées sont des bonnes candidates pour les couleurs. Et il y en a beaucoup. Pour la rhubarbe, c'est au moment de la reproduire. Donc, lorsque je voudrais, parce que je vais la blesser très fort. Donc, je vais la sortir de terre et il faut creuser, suivre ses racines pour avoir la racine, les morceaux les plus importants le plus longtemps possible. Et donc, je vais complètement sortir la plante de terre.
Et donc, je vais le faire au moment où les yeux commencent à percer pour pouvoir couper autour des yeux et la reproduire. Donc, la racine, ensuite, elle est simplement lavée, tranchée, mise à sécher et elle est utilisée par les teinturiers comme source de jaune solide et aussi sur pied de teinture pour fabriquer des verres. On fera de très beaux verres avec les indigos. Tu l'as travaillé en fait un peu comme la garance, j'ai l'impression. Donc la laver, la trancher et tu l'as. Comment on appelle le fait de les mettre en poudre? C'est quoi le mot déjà? Le broyage. Okay, le broyage. Donc je cherchais compliqué. Quand les éléments sont ligneux mais cassants, on peut faire ça avec un robot coupe ou un broyeur de branches, pourquoi pas, si c'est grand. Et si les racines de fraisier, par exemple, là c'est ligneux, mais il y a une certaine souplesse et la fibre est longue et donc c'est très difficile à déchirer. Donc là aussi, il faudra essayer de trouver les machines qui correspondent. Adaptées. Mais en petite quantité, un moulin Moulinex ménager fera l'affaire. Ok. Ah, d'accord. Et donc, est-ce que tu fais quelque chose donc, tu as dit, tu récoltes tu déracines la rhubarbe au moment où elle est toute petite, donc t'as pas de feuilles, t'as rien à récupérer, à valoriser derrière. Non, au moment où elle est en train de se reproduire, donc elle est, après plusieurs années, au printemps, alors, lorsqu'elle va sortir les yeux des nouvelles, de ces nouvelles, tige vers les feuilles, si vous voulez. Ouais. À ce moment-là, je vais la retirer de terre. D'accord, ok. Et alors, le safran, c'est pareil, c'est un test pour la couleur que tu fais? Le safran, c'est un compagnon qui le fait pour l'alimentation. D'accord. Et donc, j'ai peut-être envie de récupérer une partie de la plante pour tester les colorants. Mais c'est vraiment au niveau de la recherche. Ouais. D'accord, ok. Bon, alors du coup, on a parlé quand même de plein de choses. On a parlé de l'agriculture. J'avais vraiment envie de savoir aussi si en Belgique, pareil, ça se développe les surfaces de culture de plantes tinctoriales ou c'est plus en France où tu vois que ça bouge? Non, ici, on a une filière chanvre textile. Ouais. Plutôt une filière liée au textile qui se développe. Il y a Valbium aussi qui est un peu comme le crit horticole, promeut l'accompagnement des PME pour l'extraction végétale. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. T'en connais pas d'autres? Non, j'en connais pas d'autres. Pour moi, mes collègues sont le champ des couleurs, puis il y a des entreprises en Italie, en Allemagne, sûrement en Angleterre. Je connais pas bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, j'aimerais bien passer sur la partie transmission. Donc, tu parlais que tu accueillais beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es, comme tu disais au début de ton projet, tu étais focalisé production. Là, tu t'orientes, j'ai l'impression, vers aussi beaucoup de transmission. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, il y a différentes transmissions. Il y a donc de plus en plus, je vais vers la peinture. Donc, j'ai appris à fabriquer les liants d'aquarelle. Donc, là aussi, il y a une collaboration. Donc, la gamme d'aquarelle l'UTA, elle est broyée par Isabelle Rouloff à Braine-l'Alleud, qui est fabricante d'huile et d'aquarelle sous le nom d'Isaro. Donc, ça, c'est important de souligner encore, mais c'est toutes les collaborations qui sont nécessaires au développement de l'entreprise. Donc on travaille pas tout seul et je trouve que déjà c'était assez osé de vouloir faire de la plante depuis la plantation jusqu'au pigment, l'agriculture, la transformation, la vente, etc. Et donc je vais progressivement vers les peintres. Donc j'ai une partie de transmission qui est destinée à comment on fabrique une laque, comment on fabrique un liant d'aquarelle, comment on broie les éléments entre eux, quels sont les équilibres, comment les couleurs réagissent entre elles. On peut parler un petit peu des mélanges, on peut parler des différents liants dans lesquels elles pourraient être intégrées. Donc, progressivement, je vais vers le peintre. Sur le terrain, j'accueille les étudiants agronomes et les étudiants beaux-arts, soit de filière artistique ou textile, plus pour la dimension de la transformation, de la fabrication. Je réponds parfois à des demandes très précises. Je dois teindre du lin et du coton pour ma collection. Est-ce que vous pouvez me donner une introduction? Dernièrement, c'était les bio-ingénieurs ici de l'UCL qui vont
teindre de la soie à Madagascar. Donc, c'est accompagner des petits groupes d'étudiants sur des questions précises. Et alors, je me remets à étudier un petit peu parce que je suis pas teinturière et je leur donne des intros, quoi. Ah, génial. Rien de confirmé. Là, ils peuvent aller, Ouais, tu les aides. voir Michel en stage en Bretagne s'ils veulent confirmer. Mais pour faire une introduction, oui, je peux le faire. D'accord, ok. Je le fais volontiers. Et c'est même très important pour moi parce que j'ai beaucoup de joie à fabriquer les couleurs, mais je serais, comment dire, pas épanouie si je ne faisais que ça. Ouais, t'aimes bien transmettre et puis échanger sur des projets nouveaux. Ouais, d'accord, ok, moi c'est top. On a parlé du coup transmission. J'aimerais te parler là, avant qu'on ne se quitte, de la partie inspiration. Est-ce que tu veux citer pour toi des personnes qui sont inspirantes? Ça peut être dans tes collaborations ou autres, des gens qui t'ont inspiré, et qui continuent à t'inspirer. Et je vais premièrement remercier ma famille parce que c'est grâce à eux aussi que je peux tenir le coup, je dirais, au niveau moral et aussi d'un soutien financier pour le développement de départ de mon projet. Donc c'est important de s'entourer, ça je dirais. Et donc merci infiniment à mes parents. Je remercierai Michel Garcia aussi parce que c'est lui qui a fait naître en moi et je pense en nous parce que je pense qu'on est nombreux ici en Belgique à avoir été soutenus au niveau de nos projets artistiques et professionnels par Michel Garcia. Encore aussi, infiniment merci. Je suis fière de revendre les couleurs par le biais de Kremer en Allemagne, Kremer Pigment et Jackson Art Supplies. Donc ça, ce sont des personnes, des entreprises inspirantes parce qu'elles ont foi de mettre en valeur des projets, peu importe leur taille, d'aller chercher justement des artisans pour leur spécificité et pour leur force, pour leur originalité. Donc c'est grâce à ces deux entreprises que j'existe aujourd'hui, que mon entreprise existe, qu'elle a une image reconnue mondialement, qu'elle continue à pouvoir commercialiser au-delà de la Belgique. Voilà, ça c'est les personnes qui m'ont inspirée. Alors, si tu étais une plante tinctoriale, laquelle tu serais et pourquoi? Mais aussi la persicaire. Je serais Persicaria tinctoria parce que je l'ai sous les yeux la moitié de l'année depuis longtemps et que j'aime son odeur. J'aime vraiment rentrer dans l'espace pendant la transformation et sentir les différentes phases de transformation autant que les regarder. Et un peu bon pied bon oeil, quoi. Elle tient. Ouais. Donc voilà, il faut volonté, persévérance et beaucoup d'amour pour avoir envie d'être producteur de couleurs. Même si ça fait quand on dit je suis fabricant de couleurs, il y a une espèce de waouh comme ça qui c'est la classe. Hein. C'est la classe. Et en même temps, voilà, je prie pour que les gens soient considérés à la valeur des efforts qu'ils font. De leur travail. Ouais, de leur travail. Ouais. On l'a vu avec du coup Livaden en Bretagne, je ne sais pas si tu connais, mais qui est pas loin et c'est elle qui m'a parlé de, tu l'as cité tout à l'heure, Belly Guide Blue, là je sais plus quoi là, c'est elle qui m'en a parlé, donc je l'ai contactée, mais donc il est que anglophone, donc il faut qu'on change un peu le podcast si on veut interviewer d'autres personnes. Mais donc il y a Livaden qu'on a eu en Bretagne et on a eu forcément le chant des couleurs. Et en fait, oui, ce qui transpire, c'est dans ces échanges, c'est vraiment le labeur. C'est vraiment un énorme boulot. Et comme tu dis, il faut qu'il soit dit et reconnu. Donc t'as bien raison de le souligner. Je voulais te poser donc 2 dernières questions. Est-ce que tu as des bouquins que tu aimerais recommander aux gens qui nous suivent? Et la dernière question, ce sera à qui tu souhaites passer le micro? Alors, oui, infiniment merci à Madame Cardon pour son travail. Hein. C'est le premier livre que j'ai reçu, j'avais 25 ans. Et puis, j'aime beaucoup le guide de Marie Marquet, parce que j'ouvre la première page pour les étudiants pour leur montrer les familles de colorants, les composés caractéristiques, les plantes dans lesquelles on les retrouve. Je le trouve très clair et un bel outil pédagogique. Et alors, j'utilise le livre, c'est Karine Delaunay, Delft. C'est aussi Cécilia Aguirre qui l'a cité.
également pour la teinture. Donc quand j'ai des demandes de coups de main pour la teinture, c'est un livre qui est très bien fait au niveau de la préparation des mordansages des différentes fibres. Elle donne toutes ses recettes et donc il est clair. Il est très clair et il est très fourni. Alors j'aime aussi le dernier que je donnerais, c'est Natural Colorant, c'est For Dyeing and Lake Pigment Archetype. Publication, c'est un livre anglais qu'on trouve chez Kramer en ligne, qui parle plus des lacs pour les personnes qui seraient plus intéressées aux pigments, qui parle à la fois de la teinture mais des pigments et puis du contexte historique. Nickel, je vais aller regarder ça parce que j'en ai pas entendu parler de celui-là. Est-ce que tu as quelqu'un en tête à qui tu souhaiterais passer le micro pour continuer l'exploration de la couleur végétale? À qui tu penses? Oui, alors j'ai envie de passer le micro aux jeunes. J'ai les stagiaires récemment dont je connais le travail qui est déjà, je trouve, très mature et très professionnel. Du coup, j'ai envie de passer le micro à Zélie Zago, qui est sérigraphe. Donc eux, ils ont la vingtaine. C'est chouette de les entendre. Donc là, un projet de sérigraphie en couleur végétale, pleine de créativité. Je passerai le micro aussi à Valentin Merle, suisse, francophone, qui est plasticien, qui utilise la couleur végétale pour des formats assez grands en sérigraphie. Donc ils se sont formés au pigment. Je passerai le micro à Nina Held, qui est qui a terminé une formation agricole française, qui est stagiaire et qui travaille avec moi cette année pour la production d'indigo, qui aimerait devenir productrice d'indigo. Ah, génial. Donc ça, c'est gai aussi peut-être d'entendre des espoirs. Pourquoi ils font ça aujourd'hui. Et puis en Belgique, il y a mes collègues, Dorothée Lafay, qui est teinturière et qui est, elle est fabricante de fleurs en soie. D'accord. Fleurs en parure et chapeau. Et puis la teinturière Liv Bluefingers, passionnée par l'indigo, gantoise. Puis il y a les États-Unis. Alors là, je vais te les transmettre par écrit. Peut-être qu'on peut les mettre en lien parce que je n'ai pas tous leur nom par cœur, mais il y a une américaine particulièrement, dont j'arrive pas à retrouver le nom, qui elle a fait énormément pour le réseau sur Facebook. Elle a créé un groupe sur l'indigo qui fédère beaucoup de monde et qui échange beaucoup de données sur les pratiques. Super. Moi, tout ça, tu peux me l'envoyer. Je mettrai dans le descriptif de ton épisode. Est-ce que tu as quelque chose dont tu n'as pas parlé et que tu as envie de parler? Parce que des fois, comme on part dans nos passions, on dévie un petit peu. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu n'as pas parlé et que tu as envie de parler? Ou un mot de la fin avant qu'on ne se quitte? Oui, je pense que valoriser les approches multidisciplinaires, simplement. Je pense que tout le monde est le bienvenu dans ces disciplines. Je trouve que c'est la transversalité, créer plus de liens entre les acteurs, que ce soit les teinturiers, les producteurs, etc. Ça, c'est mon souhait. Je voulais te dire aussi merci, Pauline, parce que c'est une belle initiative que de nous mettre en lien. Je pense que c'est en voilà une qui concrétise, tu vois, cette possibilité, parce que pouvoir écouter ses collègues en France, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, je suis contente d'y participer parce que je pourrais avec joie sans doute rencontrer les gens plus tard et puis avoir des échanges avec un petit peu de connaissance du récit de chacun aujourd'hui, de savoir ce qu'on est devenu, comment ça se développe. Et donc, si on peut planter la surface de la Belgique en plante tinctoriale, je soutiens Madame de la Sayette pour le dire. Pour moi, c'est possible. Il y a un avenir. Il est à développer. Voilà, il n'y a pas de frein. Tout est possible. C'est ça. Et c'est en train de commencer, c'est en train d'exploser. Moi, j'ai l'impression. Et ça commence, exactement. Ouais. Donc, c'est un super mot de la fin. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!